Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Disney Talk RH. Émission dans laquelle, vous l'avez compris, on va débattre des thématiques liées aux ressources humaines avec des invités qui vont partager leur expérience et leur expertise autour du thème du jour, la préservation de l'emploi. Gilbert, bonjour, on va co-animer ensemble cette émission et je suis ravie. Bonjour Elisabetta, moi aussi je suis également ravi de présenter cette émission consacrée, vous l'avez dit, au monde des ressources humaines. Le thème du jour, vous l'avez dit, là aussi, préserver l'emploi et retenir les talents, bien entendu. Dans un contexte difficile, les entreprises ont fait preuve d'une grande résilience et ont fait des efforts considérables pour justement préserver ces talents et retenir leurs talents avec l'aide de l'État, bien entendu, pour maintenir les équipes en place, les former ou encore leur permettre d'accéder à leurs projets personnels, voire leurs rêves dans certains cas. Nous allons balayer tous ces sujets avec des invités, des personnalités, des experts. Guillaume Dacuna qui est VP RH de DLP, ça veut dire tout simplement vice-président ressources humaines de Disneyland Paris. Bravo. Hervé Wadkamp, DRH d'ADP, directeur des ressources humaines d'ADP d'Aéroport de Paris. Et Estelle Sauva, qui est directrice générale du groupe Alpha, grand expert des relations sociales et qui était haut-commissaire à la transformation des compétences au gouvernement. Et puis aussi Fabien Clerc, le directeur de la rédaction de Newstank RH, qui sera en Skype, donc qui sera à distance très très raisonnable. Voilà, sacré programme, hein, Elisabetta. Sacré programme, donc vraiment n'hésitez pas à nous suivre. Et alors on commence tout de suite à rentrer dans le vif du sujet avec notre premier invité, Guillaume Dacuna, vice-président des ressources humaines de Disneyland Paris. Non, tu l'as bien dit, tu as du VIP de DLP, donc c'est très bien. Bonjour Guillaume. Bonjour Elisabetta. Bonjour Guillaume. Bonjour Gilbert. Quelle est la situation actuelle à Disneyland Paris? La situation principale, c'est que nous préparons aujourd'hui la réouverture. Donc c'est notre principale préoccupation pour cet été. Donc beaucoup d'efforts investis sur la préparation du protocole sanitaire, qui sera l'élément clé de réussite donc, de notre réouverture. En parallèle, la situation veut qu'on investisse énormément donc, sur la réhabilitation du parc. Beaucoup de travaux et de chantiers en cours pour s'assurer que notre destination soit la plus merveilleuse et aussi belle qu'elle a été par le passé. Donc à travers ça, beaucoup de belles nouveautés à venir. Un hôtel New York, Galerie de Marvel à venir, donc on a appelé l'Art de Marvel qui sera bientôt disponible. Nous avons également commencé la réhabilitation du château, qui est une grande nouveauté parce que le château n'a pas été réhabilité depuis 26 ans, 27 ans. Nous avons aussi les préparatifs en cours pour le futur Campus Avenger qui sera donc le futur territoire dédié donc à la marque Marvel. En préparatif, nous préparons aussi le retour à l'emploi de nos salariés. C'est un élément important, primordial. Donc nous devons créer les conditions de réussite de leur retour à l'emploi dans un contexte où nous avons plus de 11 000 cast members, salariés, en chômage partiel depuis fin octobre 2020. Donc de longs mois sans activité. Préserver la magie, c'est évidemment préserver l'emploi. On l'a bien compris, c'est certes refaire le château. On attend tous impatiemment de le revoir. Mais préserver l'emploi a toujours été au cœur de la priorité de Disneyland Paris. C'est le cas, Gilbert. Donc nous avons beaucoup investi à la fois pour préserver ceux qui travaillent. Donc on a à peu près 4000 salariés qui travaillent constamment donc depuis fin octobre, depuis que nous avons fermé la destination. Donc sur ces 4000 personnes, nous avons 1000 personnes qui constamment travaillent sur site et 3000 personnes qui télétravaillent, donc qui travaillent à distance. Donc notre préoccupation, c'est de nous assurer que ceux qui travaillent sur site aient les conditions sanitaires, les conditions de santé et de sécurité adéquates. Et pour ceux qui télétravaillent, c'est de leur créer donc les conditions de réussite à l'exercice dans le travail à distance. Donc on a eu l'opportunité aussi de leur donner la chance de venir régulièrement sur site. Pour autant, nous avons beaucoup investi à créer les conditions d'un bureau virtuel à leur domicile. Et pour cela, donc, nous avons signé un accord cadre avec nos organisations syndicales pour investir financièrement à travers un catalogue donc, de fournitures et de matériel pour permettre donc, aux personnes de piocher dans ce catalogue et donc de pouvoir créer leur bureau à domicile, chaises, tables, repose-pieds, écrans, etc., etc. Nous allons parler dans quelques instants de la rétention des talents dans un contexte de crise. La rétention des talents, c'est également un point stratégique de la stratégie des ressources humaines de Disneyland Paris. C'est aussi un vrai sujet de préoccupation pour nous. Donc ça a pris plusieurs dimensions, donc, la rétention des talents. C'est s'assurer que ceux qui sont actifs et les conditions d'épanouissement nécessaires. Donc on a beaucoup investi dans leur développement personnel. Donc on a développé à la fois donc, 2 FNE, 2 Fonds national pour l'emploi, à destination des cast members actifs, mais aussi en situation de chômage partiel. C'est plus de 3600 personnes en situation d'inactivité qui ont pu bénéficier du FNE. C'est près de 4 millions d'euros et c'est un peu plus de 90 000 heures de formation pour ces personnes-là.
pour les autres, ceux qui sont actifs, donc on a aussi beaucoup investi sur du développement personnel. Donc on a renforcé un certain nombre de programmes de formation, que ce soit des programmes de leadership, des programmes de formation à distance ou des programmes pour appréhender le rôle pour ceux qui sont en télétravail, donc d'un rôle qui est aussi éloigné de leurs collègues de travail. En parallèle, on a signé donc une activité partielle longue durée sur 3 ans, donc qui a démarré au 1er avril dernier jusqu'au 31 mars donc 2024. On a fait ce qu'il fallait. Quand je dis ce qu'il fallait, c'est les conditions classiques, maintien et garantie des avantages sociaux. Les avantages sociaux sont garantis, mais en parallèle, on a aussi contribué à essayer de permettre de limiter donc l'impact sur leur rémunération pour ceux qui sont en situation de chômage partiel, donc en pouvant monétiser donc un certain nombre de jours de congé ou allant chercher un complément de rémunération donc sur leur salaire. Et en complément, donc on va travailler ce qu'on a appelé le FNE rebond, donc un 3e FNE pour permettre donc à nos personnes en situation d'inactivité de continuer à pouvoir se développer et donc d'avoir toujours à la fois cette connexion avec l'entreprise, mais aussi pouvoir se développer pour toujours avoir les attributs et les aptitudes nécessaires donc au retour à l'emploi. Et rappelons-le, à Disneyland Paris, il y a 17 000 salariés, 500 métiers et 20 langues parlées. Il y a un peu plus de 120 nationalités également, Elisabetta. On va tout de suite rentrer aussi dans le vif du sujet de cette émission, qui est la préservation de l'emploi et la rétention des talents, avec notre invité, Hervé Brottekamp, qui va rejoindre notre plateau DRH d'ADP. Mais avant tout, j'aimerais bien vous présenter le témoignage d'un cast member qui nous parlera de la manière dont il a traversé cette période de crise en redéployant ses compétences. Les images. Je suis chargée des recrutements à Disneyland Paris. Pendant cette période de crise sanitaire et inactivité au sein de mon service, j'ai pu participer à plusieurs missions au sein de l'entreprise. Dans un premier temps, j'ai participé à la campagne d'appel des salariés en préparation de la réouverture du site l'été 2020. Ensuite, le mois de novembre, j'ai pu participer à la préparation des gift bags sur les entrepôts en coulisses. Des gift bags qui ont été ensuite offerts à l'ensemble des salariés de Disneyland Paris. Et puis enfin, toujours en cours, j'ai fait partie du Transition Center, équipe formée afin d'accompagner les salariés qui ont pu être impactés par la refonte de l'offre spectacle afin de trouver un reclassement adapté à leur profil et leurs souhaits d'évolution au sein de l'entreprise. Hervé qui va partager son expérience autour de la préservation de l'emploi, ADP, qui traverse une période compliquée avec un trafic aérien réduit et une visibilité sur un retour à la normale difficile à estimer à ce stade. Bonjour Hervé. Bonjour. Hervé, préserver l'emploi, on peut le dire, c'est la priorité de la plupart des entreprises. Est-ce le cas aussi chez ADP? Alors oui, bien sûr. C'est un point clé, évidemment, pour l'entreprise, pour les RH et la direction des ressources humaines que je préside, dans une situation quand même très compliquée, bien évidemment. Donc on est dans une période où effectivement on vit une crise historique, très brutale, en mars 2020, qui continue. Effectivement, et on est encore en 2021, 15 mois après le début de la crise, on est encore en crise, avec évidemment de grandes décisions qui ont été prises pour effectivement préserver l'emploi. Beaucoup de sujets là encore à adresser, j'imagine. Vous avez été très rapide sur le sujet. C'était une contrainte que vous êtes imposée, c'est de réagir vite. Alors, on a été évidemment contraints, c'était une obligation, une évidence d'ailleurs, c'est que nos premiers clients, ce sont les passagers. Et s'il n'y a plus de passagers, tout s'arrête en chaîne. Et c'est ça qui était assez foudroyant. Et en moins de 8 jours, effectivement, on a pris des décisions en COMEX pour sécuriser d'abord effectivement nos salariés, donc les éloigner des zones de contamination, pour faire simple, et donc mettre en activité partielle à peu près 70% des salariés, plus en télétravail, pour éviter évidemment toute propagation du virus. Si on doit vraiment résumer les contraintes majeures du secteur que vous avez subies depuis mars 2020, de quoi on pourrait parler?
La première, c'est évidemment la propagation de la Covid-19 avec la fermeture des frontières, qui a été un des premiers actes qui a été pris, après des réouvertures progressives, des refermetures, et on subit, vous comme nous d'ailleurs, les variants en ce moment, et qui entraînent des consignes supplémentaires à l'arrivée et au départ des passagers. Ça, c'est un sac. Guillaume, vous retrouvez certains réflexes, vous retrouvez certaines choses que vous connaissez. Il y a similitudes de situation, ça me rappelle à la fois mars 2020, mais aussi octobre 2020, lorsqu'on a dû précipitamment fermer la destination, donc à la fois gérer en quelques jours des milliers de salariés et également des milliers de visiteurs qui sont sur le même lieu commun, et donc savoir à la fois les sortir et arrêter la machine pour ensuite se poser la question de savoir comment on va la relancer. Donc c'est vrai que ça... Je trouve beaucoup de similitudes. Une gestion de crise assez importante finalement que vous avez dû mener également. Au début, il a fallu réagir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière extrêmement rapide, et puis après s'installer dans le temps. Parce qu'au début, c'est facile à dire aujourd'hui, mais au début, on pensait que la crise allait s'arrêter à l'été. La crise du secteur aérien. Puis finalement, rien n'a été. On a eu une reprise l'été dernier et une rechute. Et aujourd'hui, on est un peu dans le même trip, avec toutes ces affaires de variants qui sont très inquiétants quand même pour la suite. Quelles sont les initiatives, les décisions que vous avez prises? Il y a beaucoup de choses qui sont passées au niveau des équipes d'ADP. Alors, d'abord, il a fallu, comme je l'ai dit, protéger nos salariés et après les accompagner. Parce que, effectivement, comme tout le monde le sait, 70% de gens au chômage, c'est le début de la crise. Aujourd'hui, on est à peu près à 43% de salariés qui sont encore au chômage. Et donc, il a fallu accompagner. Donc, c'est des baisses de rémunération. Donc, c'est des problèmes sociaux, des problèmes familiaux. Et donc, on a mis en place, évidemment, toute une chaîne de liens, le lien social extrêmement important avec leurs managers, avec les RH, avec les services sociaux. On a la chance, nous, d'avoir un service social qui est intégré à ADP. Et ça nous a permis de mettre en place des actions très rapides et notamment un soutien financier pour les situations les plus catastrophiques. Vous avez parlé de lien social, donc c'était aussi un point fort parce que de garder un lien social avec des collaborateurs, donc 70% qui étaient au chômage, ça n'a pas été évident. Grâce à cette direction, on a pu mettre en place les moyens, quasiment pour tous nos collaborateurs, d'avoir un lien avec l'entreprise. Et pour ceux qui n'avaient pas de lien, qui n'avaient qu'Internet, on a mis, grâce à Yammer, un dispositif aussi, ça a permis de maintenir le lien. Guillaume, on le voit, il faut avoir des idées. Il faut prendre des initiatives, il faut être imaginatif quand on est dans des situations exceptionnelles comme celle-là. Qu'est-ce que vous avez pris, vous, comme initiative? Je dirais, nous, on est parti sur un triptyque protégé, informé, engagé. Donc, il y a également beaucoup de similitudes. On a 80% de nos salariés aujourd'hui qui sont en situation d'inactivité. Donc, le lien social est important à maintenir, surtout qu'ils sont en inactivité depuis octobre dernier. Donc, c'est de longs mois continue d'inactivité. Et pour ça, protéger, on a aussi mis le même dispositif que sur la partie aéroport de Paris, comme Hervé l'a précisé. On avait à la fois une hotline à destination de nos médecins du travail. Donc à tout moment, nos salariés pouvaient contacter nos médecins du travail qui sont sous contrat de travail DLP. On a mis une hotline spécifique à PSIA, qui est donc une organisme spécialisé sur le soutien aux salariés en situation de détresse, avec une permanence physique. Donc ils pouvaient appeler ou se déplacer sur site, même s'ils étaient en situation d'inactivité. On a mis un lien, un service direct avec notre centre de services partagé côté HR, donc pour mettre en place une capacité à répondre à toute question, parce que beaucoup de complexité réglementaire, beaucoup de complexité liée aussi à un certain nombre d'accords qu'on a signés, la PLD, un accord RCC, un accord sur la refonte des rythmes de travail. Donc ça demande aussi à expliciter tout ça. Et on avait un troisième point qui était plutôt une hotline avec directement le monde opérationnel qui permettait d'avoir des réponses à des questions sur mon retour à l'emploi, les conditions, je veux me former, comment je peux faire, etc. Informer, on a mis en place énormément d'initiatives pour garder le lien avec nos salariés. Donc on a le journal télévisé RH qui est très similaire à celui-ci, mais interne à DLP, à destination de l'ensemble de nos salariés. Donc ça, c'est un vecteur important et on communique très régulièrement sur Workplace, sur nos Cast TV, sur notre plateforme le Hub, qui est donc une plateforme interne d'accès à l'intranet. Et on a donc la partie engagée. Donc on a essayé de trouver des initiatives pour pousser les salariés à revenir se connecter sur le terrain physique. Donc deux exemples. L'hiver dernier, on a distribué ce qu'on appelait des Christmas gift bags. Donc ils pouvaient venir directement sur un de nos hôtels, récupérer un sac de cadeaux de Noël, mais ça les a portés à venir sur site, se reconnecter visuellement, croiser quelques cast members, et plus récemment, on leur a permis de créer une petite carte virtuelle qu'on a
converti en papier qu'on a mis dans un coffre et que dans le cadre de la réhabilitation du château, ce coffre avec un message privé d'un salarié a été coffré et mis à l'intérieur d'une tourelle du château pour toujours. Donc plus de 3000 messages qui ont été écrits par les générations futures. Peut-être qu'un jour quelqu'un va déterrer ces caissons qui sont maintenant enterrés dans les tourelles du château. Merveilleux. Vous avez mis quoi dans votre petit mot? Vous avez mis un petit mot? J'ai mis un petit mot. Une question, conserver ses talents pour pas qu'ils s'en aillent, pour les faire rester dans l'entreprise quand tout va reprendre, comment on fait? Alors, nous, on est un phénomène un peu de ciseaux, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui vont nous quitter par le dispositif de rupture conventionnelle collective. On les a bien accompagnés. Je pense que c'est un sujet qui était important pour nous, de savoir dire au revoir et de porter, d'accompagner les gens qui souhaitent quitter l'entreprise. Et puis, il y a un phénomène entrant, bien sûr, à la fois ceux qui vont rester, et heureusement, et puis ceux qui vont arriver dans les équipes d'ADP avec un nouvel ADP, parce que évidemment la crise nous oblige à nous transformer. ADP est une belle entreprise qui a été en crise, qui est encore en crise, mais qui demain sortira de cette crise avec un rebond, avec une nouvelle organisation, avec des nouveaux process, une nouvelle ambition, etc. Merci beaucoup Hervé, merci beaucoup Guillaume, et bien évidemment merci Gilbert. Nous allons passer à la seconde séquence de cette émission Disney Talk RH. On va parler du développement des compétences en cette période difficile. Et avant de retrouver nos deux experts sur ce plateau, nous avons rencontré des salariés de Disneyland Paris avec qui nous revenons sur la dimension formation. Image signée Gilles Blanc et Alban Castillon. J'ai suivi cette opportunité d'avoir 25 heures de cours dispensés dans le cadre de cette formation. Et ça s'est fait pendant 6 mois. Donc j'ai pu étaler mes cours pendant 6 mois et suivre une progression constante et très encadrée. Alors pourquoi j'ai choisi cette thématique et faire confiance au FNE? Déjà, il y avait le support de la société qui avait pour moi présélectionné un établissement référent. Donc je me sentais réellement encadré avec quelque chose de très structuré. Et puis surtout, c'était certifiant puisque je suis reparti de cette formation avec un certificat LILAT C1, donc un bon niveau d'anglais que je vais pouvoir également mettre dans mon curriculum VT. Au mois de mai de l'année dernière, on m'a envoyé un message en interne me permettant de choisir parmi un large panel de formations. J'ai choisi une formation certifiante de 40 heures, manager des hommes et des équipes. Aujourd'hui, grâce au FNE, j'ai pu obtenir une certification qui peut appuyer mon expérience et enrichir mon CV. Grâce au catalogue riche et varié proposé par Disneyland Paris dans le cadre du FNE, j'ai pu bénéficier d'une formation certifiante sur le management de projet. C'est une très belle initiative de Disneyland Paris. Cela a permis à beaucoup de cast members de suivre une formation sans forcément avoir un lien avec leur métier et aussi sans mobiliser un autre dispositif de formation. Comme je suis particulièrement intéressée par l'étude des langues, mon choix s'est naturellement porté sur l'espagnol et j'ai pu ainsi suivre 2 fois 25 heures d'espagnol. Bien, ça m'a apporté une certification LILAT du niveau C1 et j'en suis très fière. Et puis aussi, ça me donne plus d'aisance pour parler en espagnol et aussi, je pourrais encore mieux interagir avec les guests que je peux rencontrer soit dans la zone hôtelière ou bien sur les parcs. Retour plateau autour de moi et d'Elisabetta qui avons la joie et le plaisir d'animer ce Disney Talk RH. Guillaume Dacuna, vous le savez, le vice-président RH de Disneyland Paris. Et nous a rejoint sur le plateau Estelle Sauva, la directrice générale du groupe Alpha. Et à distance vraiment très très raisonnable, Fabien Clerc, le directeur de la formation et de la rédaction de News Tank RH. Est-ce que vous êtes là, Fabien, très très loin de nous, mais si proche? Si proche, comme vous le dites, mon cher Gilbert, je suis avec vous. Merci. Bonjour Estelle, Bonjour. bienvenue, Merci. groupe Alpha. Un, 2 mots, c'est quoi? On rappelle quand même? Cabinet d'audit, de conseil, d'accompagnement pour toutes les transformations des entreprises. On est 900 consultants, on travaille sur des sujets assez délicats de transformation d'entreprise. On regroupe l'ensemble des parties prenantes, des directions, des dirigeants, des représentants des salariés. Vous connaissez les sujets emploi, vous l'avez dit, et en 2008, vous étiez au front. C'était une crise sans précédent, on le sait. Cette année a été complètement folle. Est-ce qu'il y a des similitudes entre ces deux périodes? La première similitude, c'est les incertitudes. Là, on était face à un virus sanitaire. À l'époque, si vous vous rappelez bien, on était face à un virus toxique, une toxicité des marchés en fait. Quelque chose qui nous faisait finalement aussi peur collectivement. Donc ce rapport à l'incertitude, à l'inconnu, était absolument réel. La deuxième similitude, c'était le rapport au krach boursier. Le fait que les valorisations tombent et se divisent par 4, c'est quelque chose qu'on a vécu dans la même séquence, assez rapidement.
Puis la troisième similitude, c'est le rapport au politique, c'est-à-dire que le politique prenne et rentre dans la danse immédiatement, d'abord par la voie monétaire, en essayant de la maîtriser, puis budgétaire, puis quelque part parce que le régalien est revenu très tôt. Et puis la crise actuelle, la mise en confinement que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est quand même un processus en fait. C'est une organisation qui consiste à passer dans un mode de vie à un coma artificiel. Et c'est comme ça que l'économie est rentrée. C'est une très très grande différence entre les deux crises. À l'époque, on était dans un contexte on pourrait qualifier ça presque de mort subite des marchés. Vous voyez, c'est ce sentiment immédiat. Du coup, l'effet immédiat sur les chiffres, c'est qu'on a eu une détonation de la crise dès le mois d'avril par un arrêt brutal qui était x8 par rapport à l'impact de 2008. Enfin, la grande différence, c'est le rythme, la question de la durée. Là, il y a effectivement un effet d'accélération par rapport à la crise de 2008. En 2008, la réaction des politiques était au fond plus lente, même d'un point de vue monétaire, budgétaire. Donc sur l'impact social, il y a eu aussi un effet retardement sur le système. Là, on voit bien qu'il y a eu une volonté de prendre la main très très rapidement, mais à la fois, la grande inconnue maintenant, c'est la question budgétaire. C'est comment on arrivera ou pas dans la durée à gérer cette crise de long terme, dont les inconnues, en fait, au fond, ne font que commencer puisqu'elles sont devant nous. Guillaume, vous êtes d'accord avec cette analyse d'Estelle? Effectivement, la crise qu'on traverse actuellement a des similitudes avec celle de 2008, mais elle est beaucoup plus profonde, durable et donc beaucoup plus traumatisante pour, en tout cas moi je me mets à l'échelle d'une entreprise de droit privé, elle est beaucoup plus traumatisante que celle que nous avons connue en 2008. Fabien, vous êtes en connexion avec nous, merci d'être avec nous. Fabien, 2 mots avant de rentrer dans le vif du sujet sur News Tank RH. Alors, News Tank RH, notre travail au quotidien, c'est de suivre l'actualité juridique, institutionnelle, et puis nous sommes aussi les témoins de ce que l'on vient de décrire, de la capacité de réaction des directions générales, des DRH en particulier, eh bien, dans la gestion de cet événement subi. Et donc, depuis plus d'1 an et demi, je dirais, depuis plus d'1 an, pardon, nous suivons avec curiosité et parfois surprise et parfois impressionnée de la capacité, on en reparlera, non seulement de résilience, de réinvention, parce que, comme l'expliquait très bien Estelle, on n'est pas sur un caractère subi, crise isolée de 2008. On est sur quelque chose dont le terme laisse penser que demain ne sera plus comme avant, et ça a obligé les structures à se réinventer. Donc, du coup, vous dites que ça a été une année assez compliquée pour les DRH que vous avez rencontrés. Je dirais à la fois une année probablement stressante, difficile, mais aussi révélatrice. Je parlerais presque d'un stress test. Finalement, que s'est-il passé pendant cette phase de mise sous cloche de nos organisations, d'une bonne partie de l'économie? Finalement, il a fallu gérer les affaires courantes, il a fallu dans toutes les entreprises mettre en place une task force, une cellule de crise, et tout ça, finalement, qui était à la manœuvre, le DRH, avec la direction générale, et finalement, c'est du DRH que dépendait la gestion de l'urgence absolue, de l'imprévu. Et peut-être était-ce la démonstration aussi du caractère plus que stratégique, central de la fonction dans chacune des organisations. Les entreprises, selon vous, se sont-elles adaptées à cette crise? Est-ce qu'elles ont pris vraiment la mesure de cette crise? Oui, et de multiples façons, chère Elisabetta. Le télétravail, par exemple, alors qui a été subi dans le contexte qu'on décrivait, mais qui derrière, matériellement, a nécessité pour certaines entreprises dans lesquelles il était peu répandu, d'équiper des centaines, voire des milliers de collaborateurs en quelques jours. Dans la compréhension du phénomène qu'est le télétravail aussi, avec des problématiques qui ne sont pas toujours celles identifiées. Le problème n'est pas de savoir si le salarié est engagé. On s'aperçoit que le télétravailleur s'engage, voire est parfois surengagé. On a eu une expérience du télétravail aussi dans des postes de l'entreprise qui n'étaient pas concernés. Bien sûr. Et est-ce que selon vous, le mot résilience est important pour vous, à vos yeux? Je pense que c'est le mot. Et s'il y a dans l'histoire des entreprises qu'on est en train de voir et d'écrire depuis plus d'1 an, la caractéristique majeure est sans doute l'importance, la multiplicité des ressources. Et j'ai des dizaines de cas en tête. Ça va de cet équipementier auto-aéronautique dont l'activité s'est quasiment arrêtée, qui, face à la pénurie de masques, s'équipe et se met à produire des masques. Et on a fait une activité économique à part entière. Ce n'était pas son métier, mais il y avait cette espèce de volonté de refaire naître une activité, l'engagement de l'équipe vers une espèce de mission d'intérêt général. Et c'est devenu un business pour eux.
Fabien, merci pour cet éclairage sur la situation des entreprises. C'est toujours éclairant, si je puis dire, pour rebondir sur ce qui se passe. Estelle, vous avez tenu à nous parler de la négociation. C'est un point de vue qui éclaire beaucoup sur les relations sociales et la situation des entreprises. Oui, je pense que ça a quand même fait beaucoup cette année. Ça a été un moment absolument essentiel. Si les entreprises ont tant bien que mal réussi à traverser pour certaines d'entre elles la crise, c'est parce qu'elles ont réussi à reposer des temps de dialogue, de négociation et donc à finalement regarder avec lucidité les difficultés qu'elles allaient rencontrer. Alors, trouvant des solutions collectives, en trouvant parfois des arbitrages difficiles pour l'entreprise et évidemment des choix parfois qui amènent à devoir ne pas pouvoir préserver l'ensemble des postes et des emplois que l'on souhaiterait. Fabien, pour vous, le dialogue social a-t-il été capital cette année ? Oui, probablement. Et alors, ce qui est intéressant, j'ai un peu le sentiment qu'on a vécu dans cette période une espèce de récompense, de retour sur investissement du social. C'est-à-dire que plus les entreprises avaient investi durablement, avaient créé de la confiance dans la relation avec leurs partenaires sociaux, plus elles ont pu agir vite, reconstruire un cadre avec les partenaires, eh bien on arrive à avoir des accords unanimes, un espèce de consensus social sur l'idée qu'il y a une situation à collectivement traiter et en utilisant les bons outils, en accompagnant correctement, bien finalement, on arrive sur des sujets qui étaient peut-être parfois improbables, hors de cette période de crise, à construire, à ne pas compromettre et à maintenir cette relation de confiance. Guillaume, vous avez signé plusieurs accords cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot concernant le dialogue social ? C'est tellement vrai. Si je prends notre illustration à nous, sur les 12 derniers mois, on a fait plus de 40 réunions avec le CSE, plus de 40, c'est à raison de 3 voire 4 par mois. Et on a fait au cumul sur les 12 derniers mois 30 jours de négociations. Donc on était sur un accord à RCC, un accord à PLD, un accord sur les rythmes de travail, un accord sur le maintien dans l'emploi des intermittents et des CDD qui nous rejoignaient en 2020 mais sans activité. Et on a fait aussi un accord sur l'égalité professionnelle pour aussi essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Donc ça a été une année extrêmement riche. Et je partage aussi la perception de se dire que la fonction RH est passée en activité primaire, alors que dans certaines entreprises, elle était plutôt considérée comme une activité secondaire. Pour réussir une transformation d'entreprise ou pour accompagner la gestion de ces crises, il faut que la fonction RH ait elle-même pu s'adapter, se transformer en amont. Donc il a fallu pour beaucoup d'entreprises en fait, accélérer en mode bêta très vite la transformation de la fonction RH pour mieux accompagner ensuite la gestion de la crise. Allez, avant de conclure cette séquence, Fabien, quels sont les mots-clés, les clés du succès plutôt pour sortir de la crise en quelques secondes? Peut-être d'abord de ne pas perdre la dynamique. Il faut, pour garder la confiance, reconnaître les investissements, les niveaux d'investissement des collaborateurs, repenser le management, bien sûr. La crise, elle permet aussi, ou elle l'oblige à réinterroger le rapport au lieu de travail, avec une clé de télétravail ou pas, le rapport au collectif de travail, le lien avec l'entreprise, finalement. Est-ce que mon avenir est chez elle, sous quelle forme, ailleurs? Est-ce que j'ai d'autres projets de vie et certains le vivent. Et puis, peut-être plus fondamentalement, important, il me semble de dire, et d'avoir conscience que si l'effort est important, comme le disait Estelle et Guillaume, l'effort a été très important dans les entreprises, on est en train de construire une autre page fondamentale de l'histoire, une autre fondation de chacune des entreprises, parce qu'il y a autant d'histoires de gestion de crise que d'entreprises, et c'est autant de fondamentaux sur lesquels on s'appuiera. Il y aura une mémoire collective de la façon dont l'entreprise a été capable, dont l'entreprise a pris soin ou pas, dont l'entreprise a activé les bons dispositifs pour gérer des situations individuelles alors qu'elle doit gérer la globalité de 11-15 000 salariés dans le cas de Disneyland Paris, je crois. Merci beaucoup, Fabien. Estelle, avant de vous quitter, j'aimerais bien que vous dites juste quelques mots concernant votre premier job, apparemment, à Euro Disney à l'époque, donc Disneyland Paris. J'étais sûre que vous alliez y venir. Je vous ai lâché le mot juste avant le plateau. C'est mon premier contrat de travail, ma première fiche de paye. J'avais 18 ans et il me fallait des sous pour partir à l'étranger. Et donc j'ai postulé, j'ai fait un beau parcours de formation, puisque le parcours de formation représentait 10% de mon temps de travail, ce qui est quand même pas neutre. Et j'ai appris le terme cast members, justement à cette occasion. Et donc voilà, j'ai choisi le parcours de vente à l'époque, donc j'ai fait 15 jours. Et c'est une très très belle expérience professionnelle. Quand vous avez 18 ans, vous imaginez travailler dans un parc où il n'y a que des étoiles et des princesses. Et des princesses, c'était plutôt sympa. Mais bon, je suis partie à l'autre bout du monde pour un autre continent. Merci beaucoup, Estelle. Nous arrivons
arrivons à la fin de cette émission Disney Talk RH. Dernier mot à Guillaume Dacuna, vice-président des ressources humaines. Quand est-ce que vous démarrez les recrutements? Alors, nous avons déjà des recrutements en cours, quelques-uns, peu par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes, mais notamment sur les métiers du digital et de la technologie, parce qu'on a beaucoup de projets en cours de refonte de nos plateformes digitales et technologiques, donc on a un vrai besoin autour de ces thématiques-là. Et ensuite, on a une grosse campagne qui a démarré donc, il y a quelques semaines autour de l'alternance. Donc nous recherchons 250 apprentis et stagiaires pour la rentrée de septembre et octobre prochain. Donc les annonces sont déjà disponibles donc, auprès de Disney Carrière, donc n'hésitez pas à vous connecter. Et aussi donc, nous avons des partenariats avec certaines de nos écoles, Émilie Duchâtelet et Marcel Rondeau, donc sur les activités de la restauration, de l'hôtellerie et des services techniques. Donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner. On prépare la reprise. Un mot évidemment sur les projets futurs de Disneyland Paris. Faites-nous rêver. Alors, je les ai touchés du doigt. Une réouverture prochaine déjà pour accueillir des milliers de visiteurs au sein de la destination. Un bel hôtel New York Art of Marvel. Et l'année prochaine, le 30e anniversaire de la destination. Et nous verrons où nous en serons donc, pour le campus Avenger. Mais beaucoup de belles choses à venir sur cette année et l'année prochaine. On a hâte d'y être. Hein. Ben, bien sûr. Merci beaucoup Elisabetta. J'ai pris un plaisir immense à présenter cette première émission avec vous. On se retrouve très vite. Ben, j'espère bien. Donc surtout, n'hésitez pas à continuer à suivre l'actualité de Disneyland Paris dans nos réseaux sociaux. Encore merci Guillaume. À très vite.